À contre-courant avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Emmanuel Macron était hier en Israël, 18 jours après le massacre perpétré par le Hamas, avec un bilan extrêmement lourd, plus de 1400 morts, et Israël qui est en guerre, une guerre pour sa survie, alors que le mouvement terroriste détient plus de 200 otages. Des répercussions dans le monde, d'abord en France, avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard au cri de Allahu Akbar, des manifestations pro-Hamas où l'on entend mort à Israël, et le parti LFI dont le masque est tombé depuis. Il y a un parti qui refuse clairement de parler de terrorisme concernant le Hamas, qui a massacré une population civile composée entre autres de personnes âgées, d'enfants, de nourrissons, de femmes enceintes. Nous parlons de cette actualité ce matin avec notre invité, l'historien Georges Bensoussan. Son dernier livre, Les origines du conflit israélo-arabe, collection Que sais-je, en 2023. Un exil français, un historien face à la justice, édition de l'Artilleur, paru en 2021. Et puis rappelons-nous, il y a un peu plus de 20 ans, il a dirigé Les territoires perdus de la République, livre visionnaire, lanceur d'alerte. Bonjour à vous, Georges Bensoussan. Bonjour, Léa Moscona. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous. Merci de nous accompagner pour nous proposer votre éclairage sur la situation. Michel. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Michel. Vous êtes bien sûr non seulement un habitué des studios de Radio J, mais un ami aussi de la radio. Et comme le disait à l'instant Léa Moscona, lanceur d'alerte, je voudrais citer celui qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, l'un des plus grands intellectuels français, Jacques Julliard, qui préfaçait votre livre Un exil français, un historien face à la justice. Et il disait de vous: cet homme est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce que justement, il fait grincer des dents, il est lanceur d'alerte, il interpelle les consciences. C'était une préface très élogieuse, mais très importante. Et on va y revenir, puisque ce matin, avec bien sûr sur Radio J, il convient un petit peu d'avoir non pas du recul, mais des informations, de la connaissance et de la réflexion sur ce qui s'est passé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire cet événement inouï du 7 octobre 2023. Peut-être juste une réaction. Il se passe des choses très importantes au Proche-Orient, naturellement, au plan diplomatique aussi. Le président de la République est en Jordanie aujourd'hui. Hier, il était en Israël et dans les territoires palestiniens. Il a évoqué cette coalition anti-Daesh, comme l'avaient fait les Occidentaux pour Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, au-delà des clivages partisans pour ou contre Macron, c'est un homme courageux. Parce que dire ce qu'il a dit en Israël, alors que la France a la communauté musulmane la plus nombreuse d'Europe, c'est prendre des risques. Il l'a dit. Et on ne peut pas lui reprocher, comme je l'ai vu hier, le fait qu'il ait écouté un discours de Mahmoud Abbas incriminant Israël violemment sans réagir. C'est la règle de la diplomatie, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il a approuvé le discours de Mahmoud Abbas. Donc, en un mot, si vous voulez, il a quand même fait montre de courage. Il faut le reconnaître, tout simplement. Et par rapport aux otages, justement, notamment français, internationaux, vous avez le sentiment, l'impression qu'il joue un rôle important aujourd'hui, puisque c'est l'urgence? Oui, bien sûr, il était obligé de jouer ce rôle-là, puisqu'il y a 7 otages français encore et 30 Français, franco-israéliens français, qui ont été tués. Donc, il est dans son rôle de père de la nation. Il ne peut pas avoir un autre rôle vis-à-vis des otages français et vis-à-vis des morts français. Quand il dit que c'est la plus grande tuerie après le camion de Nice, il a raison. Oui, 86 morts à Nice. Voilà. Il aura ce pouvoir, pensez-vous? Là, je suis très sceptique. La France ne joue plus un très grand rôle sur le plan diplomatique. La France est une puissance de second rang aujourd'hui. Ce n'est pas faire insulte au pays que de le dire. C'est tout. Ceux qui tiennent vraiment les clés de la situation vis-à-vis d'Israël sont les États-Unis. Mais ça, j'enfonce une porte ouverte en le disant, tout le monde le sait. Bon. On est dans ce moment terrible et on est encore sous le coup, bien sûr, de cette soudaineté, de cette brutalité inouïe des attaques du Hamas contre Israël. Est-ce que, justement, et là c'est le regard de l'historien, je rappelle que vous êtes aussi l'historien du sionisme et du Proche-Orient. On rappelait votre dernier livre qui n'a jamais été autant d'actualité, aussi important, Les origines du conflit israélo-arabe. Ces attaques, est-ce qu'elles sont le résultat, le fruit d'une forme de continuité historique au Moyen-Orient? Oui et non. C'est-à-dire oui, au sens où l'étalage de cruauté, l'orgie de cruauté dont elles ont été le théâtre,
rappelle les massacres de 1929. Quand vous lisez le détail de ce qui s'est passé en 29, le témoignage d'Albert Londres, le journaliste, le témoignage du sénateur français Justin Godard, qui est allé sur place parce qu'il avait créé une association France-Palestine en soutien à la Palestine juive, il raconte des choses abominables qui sont très difficilement lisibles encore aujourd'hui, que je cite 2-3 lignes comme ça de Justin Godard dans mon livre, mais il y a des rapports de la police anglaise qui sont effrayants de ce qui s'est passé. Mais ça, c'est uniquement l'élément de continuité. En revanche, c'est des éléments de rupture qui sont beaucoup plus importants. Oui. C'est qu'on n'a pas affaire à un pogrom. En 1929, c'est une masse qui est en furie le vendredi après la prière, qui se précipite sur le quartier juif et qui tue tout ce qui est juif, sioniste ou pas sioniste. Et le mot d'ordre, c'est Idbar al-Yahoud, égorge le juif, nous boirons le sang des juifs, c'est le mot d'ordre, et les juifs sont nos chiens. C'est très important ça, les juifs sont nos chiens, parce que ça renvoie à la notion de dima. On va y revenir dans quelques instants. Mais en revanche ici, vous avez des commandos de tueurs qui sont venus exprès, qui sont entraînés, ce sont des hommes jeunes, entre 20 et 30 ans, qui sont venus exprès pour tuer. C'est pas du tout une foule massacreuse. Donc là, il y a un élément qui ressemble à celui des tueurs Hutus du Rwanda du 7 avril 94. C'est le premier élément de différence. Le deuxième élément, c'est qu'on a affaire ici à une foule islamisée qui ne connaît pas le compromis. L'islamisme, c'est quoi? C'est le domaine de la religion dans le politique. La religion ne connaît pas de compromis, c'est l'absolu. Eux ou nous. Le politique, c'est le domaine du compromis. La Palestine n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas un conflit territorial. Pas du tout. Ici, non, c'est un conflit islam-judaïsme. Et là-dessus, je rejoins la question de Michel, là-dessus, il y a une sorte de continuité avec ce qu'a voulu le Moufti de Jérusalem dans les années 1925-1926, Amin al-Husseini, qui va orienter le nationalisme palestinien jusqu'à la fameuse Nakba de 1948-49. C'est-à-dire, non pas un conflit national ou territorial, qu'on peut régler par le politique, mais un conflit religieux où là, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et un vaincu. Alors que le politique, par définition, c'est ni vainqueur ni vaincu, le compromis. Alors, on a beaucoup parlé, justement, après la création de l'État d'Israël, du nationalisme arabe, du panarabisme, de cette idée presque laïque dans le monde arabe, une invention particulière. Mais vous dites dans ce livre que finalement, les racines sont profondes et que la plupart des révolutions arabes nationalistes étaient tout de même et sont toujours marqués par l'islamisme, par l'utilisation de la religion. Oui, parce que l'islam est le cadre de pensée fondamental. L'islam, c'est un cadre civilisationnel qui n'est pas seulement une foi, c'est pas la foi catholique. L'islam, c'est un code juridique et un code politique. C'est fondamentalement d'abord cela. Donc, même dans les révolutions qui se sont voulues les plus laïques, entre guillemets, ou les plus séculières possibles, le mot laïque, c'est un non-sens absolu dans le monde arabo-musulman. Oui. C'est une spécificité française. Il y a un cadre musulman fondamental. Je rappelle ce qui s'est passé avec la guerre d'Algérie. Le FLN s'est présenté comme un mouvement sécularisé. Or, le titre du journal du FLN, c'est El Moudjahid. Ah oui, Moudjahid, vous l'écrivez ça, oui. Oui, El Moudjahid, c'est le combattant du djihad. Oui, c'est pas le combattant nationaliste. Non, c'est le combattant du djihad. On voit le djihad. Et dans tous les États arabes indépendants, y compris la Tunisie de Habib Bourguiba, qui passe pour un État très libéral et où les Juifs ont été sournoisement poussés dehors comme ailleurs, y compris en Tunisie, l'islam est religion d'État. Donc il faut se défaire des schémas de pensée occidentaux qui ne permettent pas de comprendre d'autres réalités comme celle-ci précisément. Donc le cœur, c'est l'antisémitisme pur. Le cœur, c'est l'islamisme, je dirais. Et l'islamisme est fondamentalement de l'antisémitisme parce que avec l'islamisme et surtout dans sa version du XXe siècle, telle qu'elle a été codifiée par Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est le père idéologique de l'islamisme, antisémitisme contemporain. C'est un frère musulman égyptien que Nasser a fait condamner à mort et pendre en 1966. Quand vous lisez Saïd Qutb, qui a écrit un petit livre qui s'intitule « Notre combat contre les Juifs », vous avez tout le cadre idéologique de l'antisémitisme islamiste jusqu'à aujourd'hui. Savoir que les Juifs sont rendus responsables de tous les maux de la planète. Révolution russe, révolution française, les guerres mondiales, les crises économiques, évidemment, etc., etc. Et y compris la crise financière du subprime, j'ai oublié, en 2008. Oui, responsable de tout et de n'importe quoi. On revient sur beaucoup de gens, bien sûr, ont entendu des commentaires, des explications sur ce mouvement Hamas. Et là, c'est intéressant avec vous, l'historien, d'abord de rappeler quelle est la nature de ce mouvement profondément islamiste et antisémite. Et deuxièmement, c'est intéressant de poser la question sur le fait que certains aujourd'hui, ceux qui critiquent l'État d'Israël de façon très dure, affirment que Benjamin Netanyahou, que le Likoud, le gouvernement israélien, en fait, a fait monter ce mouvement islamiste pour contrecarrer la puissance montante à l'époque de Yasser Arafat. C'est deux questions, mais je crois que c'est important. Juste après la pause, messieurs.
Et on se retrouve dans la seconde partie de À contre-courant en compagnie de Michel Zerbib, notre invité, l'historien Georges Bensoussan. Ouais, Georges Bensoussan, juste avant cette pause, on parlait bien sûr avec un certain recul historique. D'abord le Hamas, la nature profonde du Hamas, et aussi le fait aujourd'hui dans la propagande anti-israélienne, l'idée que le Hamas serait une créature de l'État d'Israël, du gouvernement israélien, de Benjamin Netanyahou, et que cette créature aurait échappé à son créateur. Donc ça signifierait finalement que toutes les réalités sont artificielles, qu'elles sont le résultat d'un complot, en quelque sorte. Non, le Hamas est bel et bien une création de la société palestinienne, sauf que, effectivement, en 1987, le gouvernement israélien de l'époque a favorisé, dans les années 80, favorisé la création du Hamas pour faire pièce à l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. On était très loin encore des accords d'Oslo. Indéniablement, ils ont favorisé sa création, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont créé, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le premier Absolument. point. Et aujourd'hui, rendre le gouvernement Netanyahou responsable des agissements du Hamas, c'est évidemment aller vite en besogne, même si ce gouvernement-là, et tout ce qui va avec, apporte une responsabilité devant l'histoire écrasante. Le Hamas, on en parle, coalition anti-Hamas, par le président Macron. On reste dans l'histoire. Le Hamas, vous l'avez dit, était créé par des idéologues, mais vous allez plus loin. Vous êtes intervenu dans un certain nombre de médias et vous avez fait des déclarations assez spectaculaires, on peut le dire. Justement, Georges Bensoussan, vous dites que la tolérance est restée étrangère au monde arabo-musulman, en disant que c'est pas un jugement raciste, tout de suite on va le dire, mais que c'est la réalité historique. Oui, c'est une réalité historique toute simple. Je ne porte pas de jugement ici sur les Arabes, entre guillemets, ou les Arabo-musulmans en tant que peuple. Je dis simplement que dans l'évolution intellectuelle du monde arabo-musulman, la grande révolution occidentale des Lumières du XVIIe siècle, celle qui a donné Descartes à Spinoza, celle qui a permis le siècle des Lumières du XVIIIe siècle, celle qui a permis de concevoir le politique séparé du religieux, celle qui a inventé le sujet face au clan, face aux racines, face à la tribu, si vous voulez, celle qui a créé le libre arbitre et le règne de la raison. Cette révolution intellectuelle-là est restée étrangère au monde arabo-musulman, sauf que il y a eu des tentatives. La Narda, qui signifie la Renaissance en arabe, la Narda est une tentative des Lumières au sein du monde arabo-musulman. C'était déjà vrai en Tunisie au XIXe siècle, mais c'est surtout vrai au Proche-Orient au XXe siècle. Je rappelle l'importance de la franc-maçonnerie en Égypte, par exemple, ou dans un pays non arabe comme la Turquie. Mais cette révolution intellectuelle des Lumières n'a pas vraiment donné de fruits. Elle a échoué. Pourquoi ça a échoué ? Précisément. Là, c'est toutes les structures aussi du monde arabo-musulman, et entre autres, et là-dessus je sors de mes compétences, et entre autres, sans doute, et je ne pourrais pas en dire plus sur le sujet, les structures claniques de ce monde arabo-musulman, mais aussi le poids de l'islam, qui est un code juridique et un code politique, qui part également d'un texte qui est réputé incréé, c'est-à-dire un texte qu'on ne peut pas modifier sur le fond, qui sont aussi des facteurs de blocage de la société arabo-musulmane. Ou est-ce que la violence a quelque chose à voir là-dedans ? Aussi, lorsqu'il y a compétition entre des blocs, entre des clans, on règle les choses avec la violence peut-être ? Dès que vous êtes dans une société de type clanique, vous êtes dans un système de vendetta, donc de violence. Si on revient au Hamas à Gaza, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait, y a-t-il des chiffres sur la composition de la population et l'importance que prend le Hamas dans la population palestinienne à Gaza ? Alors, deux choses. La première, j'ai oublié de le dire tout à l'heure à Léa Moscona, c'est que le Hamas, l'acronyme en arabe, signifie Mouvement de la résistance islamique. Et ça va tout à fait dans le sens de votre question, Léa, à savoir que le mot Palestine a disparu. C'est bel et bien un mouvement islamique pour lequel le nationalisme palestinien de type classique passe au second plan. Alors que dans l'OLP des années 60 ou le Fatah, le mot Palestine existe, il figure. Bon, ça c'est le premier point. Sur le second point, je suis dans l'incapacité totale de vous répondre, je ne connais pas du tout l'implantation du Hamas. D'ailleurs même, est-ce que les chiffres existent ? Je ne sais pas. Ça c'est... On revient aussi sur cette journée terrible du 7 octobre 2023 pour la situer dans l'histoire. Beaucoup ont parlé de Shoah, de pogrom anti-juif comme il n'y en a pas eu depuis 1946. Parce qu'on rappelle toujours qu'il y a eu un pogrom après la guerre en Pologne à Kielce. C'est pas à vous, l'historien de la Shoah, que je vais l'apprendre. Comment on peut qualifier cette page d'histoire terrible qui restera non seulement dans l'histoire juive, mais dans l'histoire contemporaine ? Vous avez raison de dire que ça restera dans l'histoire contemporaine, c'est très juste.
Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre 48, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas un pogrom, c'est l'éruption de la Shoah au cœur de l'indépendance nationale juive. Et ça, c'est tout à fait impensable. C'est le mariage des contraires. Et c'est ce qui explique sans doute ce choc mental terrible dont les Israéliens vont avoir, et les Juifs d'ailleurs, vont avoir du mal à se remettre. Pas seulement parce que la capacité de dissuasion est perdue, mais parce que sur le plan symbolique, quelque chose de fondamental, la sécurité, c'est-à-dire la fin de la précarité de l'existence juive, avait été actée grâce au sionisme. Et là, tout d'un coup, c'est comme si il y avait une éruption du pogrom de Kishinev ou de la Shoah dans précisément ce qui aurait jamais dû exister. Je crois que fondamentalement, ce qui est important dans cette affaire, et ce que chacun a ressenti de façon plus ou moins subliminale, et c'est ce qui explique la visite en Israël du président américain, du président français, de Madame Meloni pour l'Italie, ou britannique, ou le chancelier Scholz pour l'Allemagne, c'est que d'une certaine façon, ils ont senti qu'il y avait un événement shoahesque, si on peut utiliser ce néologisme, à l'intérieur même de l'actualité israélienne. Du point de vue historique, c'est quand même tout à fait inédit aussi que les démocraties occidentales, tout d'un coup, se trouvent quand même aux côtés de l'État juif, du peuple juif. Et précisément parce que, comme si ça avait réveillé le souvenir de la Shoah, et c'est comme s'il faisait, en allant en Israël, une sorte de deuxième 27 janvier. Très honnêtement, Georges Bensoussan, cet événement qui est arrivé le 7 octobre, alors tout le monde a dit que les Israéliens ont été surpris. Est-ce que vous, l'historien qui connaissez le fonctionnement du Hamas, ça vous a surpris ? Alors, je ne connais pas spécialement le fonctionnement du Hamas, si vous voulez. Je connais un peu les origines idéologiques du Hamas dans toute l'histoire du nationalisme palestinien, c'est vrai. Et je suis surpris, bien sûr, par la réussite de l'opération où les forces israéliennes ont mis 8 heures ou 7 heures ou 8 heures à réagir. Je peux simplement dire du dehors, parce que je connais un peu la société israélienne, c'est que ce qui s'est passé, ce serait facile aujourd'hui de dire, c'est prévisible. Ça fait partie des devins de la dernière heure. Ce qui s'est passé, c'est quand même aussi le résultat d'une certaine forme d'hubris. C'est-à-dire que les Israéliens n'ont compté que sur la barrière technologique et ils ont eu tort. Le facteur humain est toujours là. Je pensais au degré de violence, au degré à ce degré-là. Oui, alors là, je dirais, et c'est le deuxième point. C'est le deuxième point, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi d'une certaine façon le signe d'un certain autisme israélien. Je ne parle même pas de l'autisme palestinien, qui lui est structurel parce qu'ils n'ont jamais pu, dans une partie de la société arabe, accepter le fait national israélien. Ça, c'est de l'autisme. Mais même du côté israélien, il y a un autisme, aller faire une rave partie à 2 kilomètres de la frontière la plus dangereuse du monde. C'est une forme de démobilisation aussi, de compensation qu'il y a eu dans la population israélienne. L'autre n'existe pas en face, on ne sait même pas de quoi il vit, on ne sait pas comment il vit, et on est dans une telle insouciance par rapport à une réalité totalement étrangère de l'autre côté, elle finit par disparaître alors qu'elle est toujours là. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la revanche du réel. Un réel terrible. Et quand je dis qu'il y a une forme d'hubris, cette forme d'hubris, c'est de compter précisément uniquement sur la technologie, sur cette fameuse barrière de sécurité. J'ajouterais même qu'il y a un troisième facteur, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi malheureusement le résultat de fractures sociales très graves en Israël. Vous me direz quel rapport ? Il est suivant. Plus vous avez des fractures sociales importantes, plus la cohésion nationale est menacée. Et c'est ce qui se passe en Israël. C'est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Il faut s'interroger, un pays en guerre ne peut pas être aussi inégalitaire. La France en 14-18, c'est la France qui commence à créer une économie de guerre au cœur d'un système capitaliste, c'est-à-dire qui évite des poches de pauvreté. Et on est en Israël dans une société contraire. On va continuer à en parler, bien sûr, Léa, avec Georges Bensoussan, qui est notre invité exceptionnel ce matin dans Un contre-courant. Léa. Radio J. Et on se retrouve dans la troisième partie de À contre-courant avec Michel Zerbib, notre invité ce matin, l'historien Georges Bensoussan. Michel. Oui, avec Georges Bensoussan, on parle depuis ce matin, bien sûr, de la résonance historique maintenant de cet événement inouï, de l'attaque du 7 octobre en Israël, les actes de barbarie, on en a parlé, bien sûr, mais vous disiez tout à l'heure, et je l'ai noté, Georges Bensoussan, que ça parle aussi, cette façon d'humilier, de massacrer, de rabaisser. Ça nous rappelle aussi, au plan historique, le statut du juif en Orient, c'est-à-dire la dimitude, le dhimmi. Et ça a été pendant longtemps le cas des juifs, ce qu'on appelait la Palestine à l'époque. Oui. Alors, il y a effectivement dans ces massacres de civils, bien sûr, une continuité parce que c'est presque une habitude, ces massacres de civils. Il y en a eu au moment de la guerre d'indépendance.
le convoi du Magen David Adom en avril 48, 78 personnel médical brûlés vifs, le kibbutz Kfar Etzion, où les 200 prisonniers qui se rendent sont purement et simplement assassinés. C'est du Dir Yassin multiplié par 2. Mais il y a aussi, dans ce qui s'est passé cet octobre, une trace génocidaire. Il y a une volonté d'écraser, vous l'avez dit Michel, d'écraser, d'humilier, d'araser complètement toute trace de présence juive, finalement. Ce qu'il voulait dire dans le massacre du 7 octobre, c'est qu'il ne voulait plus entendre parler de la moindre trace de présence juive entre la mer et le Jourdain. Et là, ce que disait Ilan Moscona tout à l'heure est juste, on n'est pas dans le nationalisme palestinien. On n'est pas dans un combat national pour créer un État à côté d'un autre. On est dans la volonté génocidaire d'éradiquer totalement un État déjà existant, donc forcément d'en passer par un génocide. C'est une dimension fondamentale. Et, je vous rejoins, cette dimension fondamentale, elle est incompréhensible sans référence à la Dima. C'est-à-dire, ce qu'est dans les mentalités encore le statut du juif, le juif reste un être inférieur, avili, méprisé, minoré, qui doit accepter sa soumission, et quand il relève la tête, c'est tout le pacte de la Dima qui est d'une certaine façon caduque, et à ce moment-là, la violence musulmane contre lui est légitime. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Georges Bensoussan, vous êtes historien de la Shoah et on aime bien faire des comparaisons terribles, mais il y en a une qui sort en ce moment, c'est de dire par exemple que les nazis, lorsqu'ils ont perpétré la Shoah, voulaient effacer les traces. Alors qu'à l'inverse, ici, est-ce que c'est l'inverse d'ailleurs, est-ce que c'est le contraire, Hamas Daesh, si l'on peut s'exprimer ainsi, lui, veut montrer avec un raffinement de cruauté inouïe ce qu'ils font. Est-ce que c'est une différence particulière et fondamentale ? Oui, fondamentale. Les nazis ont tout fait pour effacer les traces, partout. On n'a pas le temps ici d'entrer dans les détails. Mais en revanche, ici, venir tuer avec les caméras GoPro, pour multiplier les preuves, envoyer ces images à Gaza, se flatter auprès de ses parents d'avoir tué 10 juifs en montrant ses mains ensanglantées, montrer en un mot les preuves et ne pas les cacher, ça signifie quoi ? Pas seulement qu'on est entré dans une autre civilisation qui est l'ère de l'image et des réseaux sociaux, ça c'est vrai, mais on est aussi dans une société qui est la société arabo-musulmane, où l'humiliation du juif, elle doit être montrée, elle ne doit pas être cachée. Il faut que le juif et que tous sachent à quoi on va réduire les juifs quand ils relèvent la tête et qu'ils osent créer un État-nation entre la mer et le Jourdain dans une société qu'on veut musulmane pour l'éternité. J'ai une question peut-être un peu naïve. La haine totale du juif et concernant les chrétiens. Pourquoi le juif plus que les chrétiens ? Alors, si on prend l'histoire de la Palestine, ce qui est frappant, c'est qu'aux origines du nationalisme palestinien dans les années 1910, ce sont des Arabes chrétiens, c'est la bourgeoisie arabe palestinienne, lettrée, éduquée, qui a pris la tête de ce combat national contre le sionisme au tout départ. Et avec l'islamisation qui suit une quinzaine d'années plus tard, les chrétiens sont mis à la marge. Et ces chrétiens de Palestine, ces Arabes chrétiens de Palestine, ils vont connaître, vis-à-vis de la majorité musulmane, les mêmes difficultés, le même climat de méfiance qui prévalait avant l'arrivée des sionistes. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on oublie que l'origine du combat est une origine chrétienne parce que les chrétiens ont été totalement marginalisés. Et aujourd'hui, on le voit bien. Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue, était au micro de Sonia Mabrouk sur CNews, nos confrères de CNews, et elle est spécialiste du frérisme. Elle n'utilise pas de conditionnel, mais elle utilise le présent ou le futur de l'indicatif en disant « ça va arriver en France ». Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est déjà arrivé en France. On dit souvent le conflit va être importé. L'importation est importée, mais ça fait 20 ans que vous le dites. Bien sûr, oui. Mais c'est pas le conflit qui est importé, c'est l'islamisme qui est importé. L'islamisme est importé depuis une vingtaine d'années, et même depuis plus. Si vous remontez à Khaled Kelkal en 1995, ça fait 28 ans qu'on a déjà eu affaire à un attentat de type islamiste. Puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est l'islamiste algérien à l'époque. Absolument, oui. Et vous avez cité l'approche islamiste de se réjouir, de se vanter, de se glorifier du meurtre des Juifs. Ça nous ramène à l'histoire très récente de notre pays en France. Premier assassinat connu, en tous les cas antisémite, après la Seconde Guerre mondiale, c'est celui de Sébastien Selam. Gigi Lamsey, son tueur, avait justement dit « Maman, j'irai au paradis, j'ai tué un juif ». Oui. Donc on est déjà dans cette situation en France depuis plus de 20 ans. Vous avez raison, on est dans le même schéma mental. On se glorifie d'avoir tué des juifs, donc par conséquent, on ne veut pas cacher cela, on veut au contraire le mettre en lumière. Mohamed Merah fait la même chose, il s'est filmé avec sa caméra GoPro. Il a mis les images en ligne.
Et il s'est vanté auprès de sa famille d'avoir fait cela. Et un certain nombre de rapports de police attestent que dans l'entourage de Mohamed Merah, on a entendu des phrases comme « dommage qu'il n'ait pas tué plus d'enfants juifs ». Donc c'est une situation qui existe, comme vous le dites, depuis 20 ans, mais on a le sentiment que la France le découvre. On a le sentiment, avec des phrases comme celle-là, ça va arriver en France, vous voyez, c'est le futur. Qu'est-ce qui fait que la France a été aveugle? D'ailleurs, Gérard Larcher, le président du Sénat, l'a dit, nous avons été aveuglés. Oui, sur une autre chaîne, Mathieu Bocoté m'a cité la phrase de Gérard Larcher, et Mathieu Bocoté était assez indigné par cette phrase. Parce que quand il dit « nous avons été aveugles », on peut dire « vous avez été aveugles ». Vous avez été aveugles. Mais nous sommes très nombreux. Il n'y a pas que les territoires perdus de la République. Mais bien avant nous, Christian Gélène avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Bien après nous, Christian Aubin et beaucoup d'autres ont parlé de l'islamisme. Là, je ne parle pas du domaine scolaire, mais il y avait bien d'autres domaines. Donc, la France semble toujours découvrir. Pourquoi y a-t-il une telle volonté à ne pas savoir ? Précisément parce que cette volonté-là vous oblige, ce constat-là de la réalité vous obligerait à être courageux, vous obligerait à prendre les mesures qu'il faudrait. Et pour éviter de se situer dans une position où vous êtes obligé d'avoir une position que vous n'avez pas le courage d'assumer, vous préférez ne pas voir le problème. Donc, vous mettez une sorte de paravent sur cette réalité-là. Alors cette réalité, comment les Juifs ont peur, justement, Léa, les Juifs ont peur, dit-on, titre-t-on, avec cet antisémitisme répandu en France, 583 actes anti-juifs depuis le début de cette guerre contre le Hamas. Les Juifs, donc, dans une situation extrêmement compliquée. Qu'est-ce que vous dites ça, c'est un commentaire plus politique, mais c'est intéressant qu'une fraction de l'opinion publique, et notamment de la politique française, se refuse non seulement à condamner les actes de terrorisme du Hamas, mais en quelque sorte glorifier ceux qui manifestent pour le soutenir. Je fais évidemment référence notamment à Mélenchon est-ce qu'il joue un rôle, lui, incendiaire aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans je vais poser une question plus difficile et plus politique. On est passé de l'adversaire politique, on peut dire, à l'ennemi? Alors d'abord, sur les actes antisémites, on remarque en 2 semaines et demie de conflit au Proche-Orient, on a eu plus d'actes antisémites que durant toute l'année 2022. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant, c'est la France insoumise, finalement, à laquelle vous faites allusion. Oui. Pourquoi ces positions-là, ce refus de qualifier de terroriste un mouvement qui l'est? À partir du moment où on a affaire à des commandos de militants ou militaires ou combattants, appelons-les comme on voudra, mais qui viennent dans le but de massacrer des civils, y compris des enfants, de lier ensemble par un câble de fer 8 enfants et d'en mettre le feu, par exemple. Une des nombreuses scènes qui sont passées au kibbutz Be'eri ou kibbutz Kfar Aza, par exemple. On n'est plus dans la résistance. Jamais la résistance française n'a fait cela. Jamais. Jamais l'Irgun ou le Lechi ne se sont attaqués, par exemple, aux civils palestiniens. Les organisations résistantes sionistes de l'époque. En 1948, en faisant cela avec des enfants. Jamais. Ça n'a pas eu lieu, si vous voulez. Donc la question de savoir pourquoi LFI a tellement de mal à qualifier de terroristes ce type d'organisation, il y a 2 hypothèses. Soit ils pensent vraiment qu'ils sont dans la résistance parce que ce sont les pauvres, ce sont les plus faibles, avec cette idée puérile que le pauvre et le faible, forcément, est dans son droit. Ça n'en revient pas à l'idée que parfois le fort peut être dans son droit et que le faible, au contraire, peut ne pas avoir le droit. Si vous prenez les bombardements sur l'Allemagne en 1945, les faibles, ce sont les Allemands. Est-ce qu'ils sont pour autant dans leur droit parce qu'ils ont été les plus faibles et massacrés impitoyablement par les bombardements civils? Non, c'est pas parce qu'ils ont des pertes énormes comme à Gaza actuellement que ça vous donne une légitimité que vous n'aviez pas au départ. La guerre n'est pas finie, Georges Bensoussan. Non, simplement, j'ajoute, la deuxième raison, mais elle a été dite partout, sur tous les plateaux et par tout le monde, c'est la clientèle électorale. C'est le vie électoral. Le racolage. Le racolage. Bon, c'est banal, c'est pitoyable. Parce que, au bout du compte, dans 20 ans, dans 50 ans, quand on fera l'histoire de cette période, ce qui restera de tout cela, c'est la honte pour eux. La honte sur eux. Oui. Mais l'histoire n'est pas terminée, la guerre n'est pas terminée. Vous craignez, Georges Bensoussan, une augmentation des actes antisémites et voire, il faut bien le dire aussi, des attentats en France? Mais elle viendra, c'est presque une évidence. Bien sûr que les actes antisémites se multiplient, avec ce paradoxe extraordinaire. C'est qu'en Israël, des Israéliens juifs sont tués, assassinés en tant que juifs, et c'est ici qu'on s'en prend aux juifs, alors qu'ils sont là-bas les victimes.
il y a ici une contradiction sur laquelle peu de gens se sont penchés. Merci Georges Bensoussan de nous avoir accompagnés pour nous proposer votre éclairage sur cette actualité. Michel? Oui, je voulais juste rappeler 2 livres qui sont fondamentaux de Georges Bensoussan, qui est notre invité aujourd'hui sur Radio J. Les origines du conflit israélo-arabe, c'est un que sais-je, très utile aux éditions PUF. Et puis lire ou relire ce livre très important qui s'appelle « Un exil français, un historien face à la justice » de Georges Bensoussan. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci beaucoup.